Je vais donc commencer cette intervention. Nous avons 40 minutes ensemble ce midi pour identifier ensemble comment générer 10% de conversion additionnelle en 2026. Nous allons nous focaliser sur la dernière étape du parcours de conversion, cette dernière étape qui est commune à l'ensemble des stratégies, qu'elles soient transactionnelles avec de l'e-commerce ou au travers de leads avec des formulaires. Et cette dernière étape constitue un véritable irritant pour vos prospects. En effet, on constate un maximum de friction sur cette étape et toutes les organisations ont des enjeux pour aller optimiser cette dernière étape. Ce webinaire sera enregistré, vous recevrez le lien de replay par la suite. Et concernant vos questions durant cet échange, n'hésitez pas à les poser directement via le module de questions-réponses qui se trouve dans l'interface. Nous tâcherons d'y répondre durant la session ou après la session si nous n'avons pas le temps d'adresser toutes les questions. Je m'appelle Mathieu et je suis client partner chez Exatome. J'accompagne mes clients sur le marché français à atteindre leurs objectifs en termes de performance et de conversion sur le digital. Enchanté tout le monde, je m'appelle Sander, je suis Customer Success Manager chez Exatom. En fait, je supporte les clients en faisant les analyses, à trouver des points de friction et voir comment on peut améliorer les résultats des formulaires. Merci Sander. Nous sommes aujourd'hui fin novembre, bientôt la fin de l'année, et pour beaucoup d'entre nous, la question des objectifs est d'actualité pour 2026. Pour certains d'entre nous, les objectifs sont déjà fixés, pour d'autres, ils sont en train d'être fixés. Et beaucoup d'entre nous se posent la question comment maintenir cette croissance en 2026 dans un contexte budgétaire limité ou restreint sur les budgets marketing. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment l'optimisation de la conversion et notamment l'optimisation de cette dernière étape, celle qui fait passer de prospect à client, peut vous permettre d'aller chercher cette croissance sans nécessairement augmenter vos investissements pour générer toujours plus de trafic. Donc nous nous attacherons à vous montrer quel est son potentiel, quelles sont les frictions les plus courantes sur ces étapes et également comment pouvoir les optimiser avec votre plan d'action pour 2026. Première étape, je vais prendre un premier chiffre, 70%. 70% de vos prospects qui passent dans votre parcours de conversion abandonnent sur cette dernière étape. 70%, ce qui veut dire que vous n'avez que 30% de conversion, mais ces 70%, c'est 70 personnes sur 100 qui sont arrivés via une requête très précise dans les moteurs de recherche, qui ont fait un parcours de conviction sur votre site ou qui ont été adressés via une campagne média affinitaire pour les faire arriver sur ce formulaire ou cette dernière étape. Quand on parle de checkout, c'est un ensemble de formulaires, donc pour nous, c'est pareil. Donc 70% aujourd'hui de vos prospects sur lesquels vous investissez pour les faire venir abandonnent directement à cette étape. La question, c'est pourquoi, alors qu'aujourd'hui, vos équipes marketing optimisent du paid via des campagnes payantes pour générer du trafic, maximisent le positionnement organique pour générer également du trafic. Vous créez des plateformes de marque, des plateformes de conversion, des plateformes optimisées. Vous faites des A/B tests de pages produits pour bien évidemment maximiser, on va dire, le transport, la navigation de vos utilisateurs. Vous faites des campagnes de branding, de notoriété, etc., etc. Et en toute fin de funnel, on oublie généralement l'optimisation des formulaires et checkout. Ce qui veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur le haut du funnel et notamment à générer du trafic et très peu de temps, voire pas de temps du tout, sur l'optimisation des formulaires qui constituent la dernière étape et donc qui sont le moment de vérité pour vous et vos prospects. La question, c'est pourquoi aujourd'hui les gens passent aussi peu de temps à optimiser leurs formulaires? Premier élément de réponse, les outils d'analyse que vous avez aujourd'hui, à savoir des outils d'analytics tels que Google Analytics, Piano, Matomo, vous donnent qu'une vision parcellaire de la performance. En effet, vous êtes capable d'identifier le nombre de personnes qui atterrissent sur votre formulaire et le nombre de personnes qui transforment sur ce formulaire. Dans le cas présent, on est sur 15%, donc 15 personnes sur 100
qui ont potentiellement converti. Mais aucune visibilité sur ce qui se passe entre l'atterrissage et la conversion ou l'abandon. Or, sans visibilité, pas d'optimisation. Et ce qu'on a décidé avec Exatome, c'est de permettre justement aux annonceurs de reprendre le pouvoir sur cette dernière étape qui est clé dans la conversion et de reprendre le pouvoir, un, en comprenant ce qui s'y passe et deux, en donnant la possibilité d'aller l'optimiser. Et c'est pour ça que Exatome a été créé, pour accompagner les organisations, qu'elles soient e-commerce ou des organisations qui ont des stratégies de lead, à aller optimiser cette dernière étape pour générer de la performance additionnelle ou incrémentale, comme on l'appelle. On le fait pour de nombreux annonceurs, qu'ils soient e-commerçants ou plus orientés lead management. Nous allons donc passer à peu près 45 minutes ensemble, et durant ces 45 minutes, nous allons voir les points suivants. Tout d'abord, comment identifier le potentiel d'optimisation que vous avez sur votre formulaire. Bien souvent, on connaît son taux de conversion, donc on est très content du nombre de gens qui convertissent, mais on s'attarde peu sur l'inverse, à savoir ceux qui ont abandonné. Donc, première étape, comprendre quel est le potentiel d'optimisation de vos formulaires. Deuxième étape, comprendre pourquoi et où vos utilisateurs abandonnent. Dans la situation actuelle, vous n'avez pas de visibilité, aucun moyen de connaître effectivement les raisons, l'étape pour lesquelles vos prospects abandonnent avant de convertir. Enfin, nous verrons quelles sont les frictions les plus courantes avec Sander, qui nous présentera ces frictions. Et enfin, on verra comment optimiser ces formulaires, notamment avec la solution Exatome. Et enfin, on définira votre plan d'action pour 2026. Tout d'abord, identifier votre potentiel. Identifier votre potentiel, c'est déjà savoir effectivement quel peut être votre taux de conversion. Donc là, on a pris un exemple, un screenshot d'un outil d'analytics bien connu qui est GA4, sur lequel on peut voir très clairement le nombre de vues du formulaire qui a été fait sur la période donnée. Si on descend dans GA4 et qu'on va ensuite voir les conversions, on va se rendre compte que ces conversions sur cette même période ont été de 28 personnes, 28 conversions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en synthèse, sur 115 personnes qui ont vu votre formulaire, 28 ont converti, ce qui veut simplement dire que 75 de votre audience qualifiée, sur lesquelles vous avez investi pour générer du trafic, sur lequel vous avez investi pour générer de la conversion sur votre site, abandonne tout simplement le process, et donc vous faites de l'abandonniste dans votre funnel. Et on voulait commencer justement avec ce sujet du potentiel et de l'impact de l'optimisation de cette dernière étape avec ce schéma. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, on a la situation actuelle. On a pris 75% d'abandon et 25% de conversion. Donc, si on reste sur cette situation actuelle et qu'on se dit qu'on va aller chercher de l'optimisation, et quand on parle d'optimisation aujourd'hui, on parle d'aller récupérer des abandonnistes qui sont dans ces 75% pour les faire passer dans les 25% de conversion. Et la démonstration est la suivante. Si je vais chercher à optimiser d'environ 3% mes abandonnistes, à savoir que je fais passer 2,5% de mes abandonnistes dans des gens qui convertissent. Donc, je vais rattraper 2,5%. Ça me transforme ma conversion de 25% à 27,5%. Et qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une augmentation de 10%. Ça veut dire que si vous optimisez de 3% vos abandonnistes, l'impact sur votre conversion est exponentiel et on passe à 10% d'optimisation. Imaginez si cette optimisation, ce n'est pas 3%, si c'est 5%, si c'est 10%, si c'est 15%, ça démultiplie les performances de conversion de vos assets. Maintenant qu'on a identifié le potentiel et qu'on voit et qu'on comprend bien qu'est-ce qu'on doit aller chercher, la question c'est comment aller le chercher. Et pour ce faire, on doit commencer à comprendre où sont les fuites et pourquoi vos prospects abandonnent. On s'est permis de mettre un screenshot qui est le parcours de conversion qu'on a dans Exatome quand on travaille sur un formulaire.
Et qu'est-ce que nous dit ce parcours? Il nous donne l'information que vous avez déjà, à savoir le nombre de sessions qui sont venues sur ce formulaire. Et si vous prenez le chemin vert, qui est la route idéale, quand je suis arrivé sur ce formulaire, je commence à le remplir. Quand j'ai commencé à le remplir, je le soumets pour validation et puis je convertis. Si je prends ce schéma vert, j'ai le parcours idéal du prospect qui va arriver et convertir. Ce que vous voyez après avec les branches orange et rouge, ce sont les fuites, les abandonnistes qui ont quitté votre formulaire avant d'avoir commencé, avant d'avoir validé ou en ayant essayé d'avoir validé et en ayant échoué. Si je prends tout d'abord cette première fuite de données, je constate que j'ai 63% des gens qui arrivent sur ce formulaire et qui le quittent avant même d'avoir fait quelque action que ce soit, c'est-à-dire même avant d'avoir interagi avec un champ. 63% des gens qui arrivent sur votre formulaire le quittent directement. Si ensuite on va sur les gens qui ont abandonné après d'avoir commencé, donc ce sont des prospects qui ont commencé à interagir avec vos champs, on retrouve 18% des gens qui, après avoir commencé à remplir, ne valident pas et donc abandonnent votre formulaire. Enfin, le dernier segment, ce sont des gens qui ont voulu convertir, qui ont appuyé sur le bouton de validation, mais qui ont eu des erreurs ou qui n'ont pas pu valider. Quelles peuvent être ces erreurs? Oubli de remplir un champ, mauvais formatage dans un champ, ou quand bien même le bouton d'activation qui ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Donc on se rend compte qu'on a des poches d'optimisation assez fortes, 63% qui ne commencent pas, 18% qui ne valident pas et 2,4% qui auraient voulu convertir, mais qui abandonnent également. Et si on fait un exercice assez simple et qu'on regarde sur ces derniers utilisateurs, les 46, si je suis capable d'aller récupérer ces 46 utilisateurs et de les faire convertir, j'augmente directement de 14% mon taux de conversion. Imaginez si je vais faire le même travail sur des bassins de population plus importants, qui sont des gens qui sont chauds puisqu'ils ont commencé à remplir, ou encore des gens qui sont arrivés, qui sont des profils qualifiés, mais qui n'ont pas commencé à remplir ou à toucher au champ de votre formulaire. Ça montre bien le potentiel qu'on peut avoir rien qu'en constatant la réalité de son process de conversion. Maintenant qu'on a vu ces poches d'optimisation, ce potentiel, la question c'est pourquoi ils abandonnent. Donc on a vu ces 3 segments d'audience. Le premier, ceux qui ne commencent jamais à remplir le formulaire, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la proposition de valeur du formulaire qui figure sur ce formulaire correspond à l'attente et aux besoins de vos prospects? Est-ce que cette proposition de valeur est claire? Ensuite, analysez les champs et regardez si les champs et les informations qu'on demande sont potentiellement des informations nécessaires à la proposition de valeur. Si on prend le deuxième segment, ceux qui ont commencé mais qui n'ont pas validé, la question qu'on peut se poser, c'est depuis quel champ ces gens ont quitté votre formulaire? Quel est le dernier champ avec lequel ces prospects ont interagi? Voir également si certains devices ou types de navigateurs génèrent des bugs du point de vue HTML et empêchent l'utilisateur de valider son formulaire. Et enfin, ces 46 personnes, les dernières personnes, ces personnes qui ont souhaité convertir, mais qui n'ont pas pu convertir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bouton de validation fonctionne? Alors la question peut paraître facile, mais parfois on se rend compte que sur certains navigateurs ou certains devices, il y a des bugs et les gens ne peuvent pas valider. Et enfin, un point qui est intéressant, c'est quel est le dernier champ touché? Par quel champ l'utilisateur a quitté votre formulaire? Et donc là, ça nous permet de comprendre où sont les fuites, où sont les abandonnistes. Et après, la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ils abandonnent. Et pour savoir, on a la capacité d'aller analyser chaque champ du formulaire pour comprendre très clairement quelles peuvent être ces raisons d'abandon du formulaire. Si je prends un exemple d'un champ traditionnel qu'on trouve dans beaucoup de formulaires, le champ téléphone, et là j'ai pris un exemple de formulaire où je dois prendre un rendez-vous, donc forcément le numéro de téléphone est important. Vous voyez toute une série d'indicateurs propres à ce champ générés par la solution. Tout d'abord, le taux de drop-off. Combien de personnes ont abandonné depuis ce champ?
Là, on se rend compte que 54 visiteurs ont abandonné, soit 3,6% des visiteurs qui ont interagi avec ce champ. Autre indicateur intéressant, on va pouvoir prendre le taux de correction. Qu'est-ce que signifie le taux de correction? Ça signifie que vous avez rempli votre champ et pour X ou Y raison, plus tard, vous revenez sur ce champ et vous modifiez ce que vous avez inséré dedans. Ça peut être des questions de nature de données, ça peut être des questions de formatage de données. En tout cas, 8,6% des gens qui interagissent corrigent ce champ. Et enfin, un dernier insight qui peut être intéressant, c'est le blank rate. Le fait de laisser ce champ blanc sans le compléter d'informations, en l'occurrence un numéro de téléphone. Et là, ce qu'on constate, c'est que sur un formulaire de prise de rendez-vous sur lequel le numéro de téléphone semble obligatoire, enfin, est obligatoire, 54% des gens qui interagissent avec ce champ le laissent blanc et ne le remplissent pas. Donc ça veut dire effectivement que ce champ dispose d'une vraie friction qui fait fuir vos utilisateurs. Maintenant qu'on a identifié le champ, la question c'est pourquoi. Et donc là, l'idée, c'est que la solution Exatome va pouvoir réconcilier l'aspect données quantitatives qu'on voit à l'instant et l'aspect analyse qualitative. Et pour ce faire, vous pouvez voir à côté de chaque métrique des caméras qui permettent de faire le lien entre l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif des replays de session. En effet, si vous cliquez sur ces caméras, vous allez avoir accès à l'ensemble des replays de session concernant la friction qu'on a vue, à savoir le champ numéro de téléphone. Si je clique sur la caméra, j'arrive sur l'ensemble des replays de session. J'ai pour chaque replay de session des informations comme la durée, le champ sur lequel l'utilisateur a pu potentiellement abandonner et un certain nombre d'indicateurs sur cette visite ou cette session. La solution calcule automatiquement un score de friction qui vous permet d'aller prioriser directement les replays de session que vous souhaitez ou vous pouvez constater. Point qui est important, je ne pourrais pas vous montrer de replay de session aujourd'hui puisque ça serait les replays de session d'un de nos clients. Globalement, c'est une approche replay de session comme vous connaissez avec une spécificité et pas des moindres. On n'en a pas parlé, mais Exatome est ce qu'on appelle RGPD compliant, à savoir qu'il n'y a pas de données personnelles, pas de cookies, et donc aucune donnée personnelle n'est captée, aucun setup particulier est obligé d'être fait, tout reste côté navigateur. Et je vais maintenant passer la main à mon ami Sander, qui va vous présenter quelques frictions les plus courantes qu'on a pu constater sur les formulaires de nos clients et plus généralement les formulaires en général. Sander, je te laisse la main. Merci. Donc, le premier point de friction qu'on voit très, très souvent, c'est un sujet un peu technique, mais c'est concernant le input type des champs. Donc, vous pouvez aller sur le slide suivant. Merci. Donc, en fait, c'est quoi un input type? C'est une pièce de code HTML pour déclarer le type de champ vers le browser. Donc ici, dans notre exemple, on voit que tous les champs ont les input type text, ce qui est OK pour les champs nom et prénom, mais ça pose un souci pour les champs l'adresse email et numéro de téléphone, notamment sur mobile. Et pourquoi? Parce que si un champ est déclaré comme input type text, ça veut dire qu'on reçoit un clavier alpha sur mobile, ce qui n'est pas très pratique pour le numéro de téléphone. Là, on a besoin d'un clavier numérique qui ne sera pas montré. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal d'input types possibles. Donc, on peut personnaliser chaque champ pour les input types correspondants. Donc, par exemple, si on met input type email pour le champ adresse email, ça veut dire qu'on reçoit le arrobase automatiquement sur le clavier, même pour les champs numériques, hein. Par exemple, les codes postales en France, Belgique, l'Allemagne, il s'agit uniquement des chiffres. Donc, pour améliorer le UX, on peut déclarer le champ code postal comme un champ numérique et on reçoit automatiquement le clavier numérique sur mobile.
même pour email, même pour téléphone. Donc, en juste faire ce petit changement, on peut déjà diminuer le taux d'erreur énormément sur les mobile devices. Et qui n'a pas connu cette friction? On parle d'un sujet technique, mais tout le monde a eu l'occasion de vouloir remplir un formulaire ou un champ depuis son téléphone mobile et qu'on lui demande une date avec un clavier alpha. Euh, Dites-vous que ce que vous mettez dans le HTML a un impact sur l'expérience utilisateur et que ce qui est dans le HTML est mauvais, bah, va dégrader l'expérience utilisateur et donc va dégrader vos performances de conversion. Deuxième sujet, c'est le calendrier, trouvé souvent dans les formulaires création de compte. Donc, de ce qu'on voit par expérience, c'est que le calendrier est par défaut, il montre par défaut le jour d'aujourd'hui. Personne choisira le jour d'aujourd'hui et il doit aller dans le passé pas mal de temps. Et on voit pas mal d'erreurs et 5 personnes qui quittent le formulaire après interagir avec le calendrier. Ici, notre écho, c'est soit enlever le calendrier totalement et travailler avec un bon champ input où c'est très facile de mettre la date naissance. Si vous voulez garder le calendrier, pas de souci. Là, notre cause, c'est de changer la date de défaut. Donc, en fait, on peut regarder à l'âge moyenne de votre base de clientèle et en fait, ça servit comme une indication pour changer le date défaut dans le setup. On a testé ces solutions avec des clients. On a vu qu'il y a une diminution énormément de taux d'erreur et de taux de drop-off, qui sont des bons indices qu'il y a des points d'optimisation sur ce champ. Dernier point, un champ pour confirmer le mot de passe. Donc heureusement, on voit que plus en plus de sites, ils n'utilisent plus ce champ confirmation mot de passe. De ce qu'on voit, c'est que les champs mot de passe, en général, sont un point de friction. Il faut respecter un certain nombre de caractères. L'input est masqué. Ce n'est pas toujours possible de voir ce que vous avez mis. Et après, il faut le répéter. Donc là, on voit que le champ de mot de passe, ça donne un taux d'erreur, taux de correction et taux de drop-off très élevé. La recommandation, c'est d'enlever ce champ totalement et de travailler avec une bonne validation et une bonne masque sur le champ mot de passe. Et on voit que l'utilisation, le user experience, c'est mieux en utilisant cette approche. Si après, une personne ne se souvient plus son mot de passe, il y a toujours la possibilité de renvoyer un lien pour initialiser le mot de passe. Donc, en fait, ça, c'est couvert aussi. Donc, juste par enlever ce champ en question, on peut diminuer tous les points de friction qui sont listés sur l'écran. Intéressant celui-là parce qu'on se rend compte qu'on a voulu apporter un champ supplémentaire pour certainement sécuriser ou faciliter les choses et qu'au final on complexifie plus que tout l'expérience utilisateur de vos prospects, notamment quand ils veulent se déclarer ou se créer un compte sur des sites e-commerce. Merci Sander pour ces 3 exemples. On a sorti un e-book dernièrement qui reprend les 10 frictions qui, à notre sens, tuent la conversion. Donc les 3 que Sander vous a présentés en font partie, mais vous pourrez en trouver 7 autres qui sont des standards dans ce qu'on voit chez nos clients et qui peuvent être corrigés facilement et faciliter grandement l'optimisation de la conversion. N'hésitez pas à scanner le QR code, vous aurez directement accès à cet e-book réalisé par nos équipes. Maintenant qu'on a pu voir quel était le potentiel, maintenant qu'on a pu voir comment comprendre quelles sont les frictions, où elles se trouvent, pourquoi elles se trouvent, la question est de se poser, c'est comment optimiser les formulaires et comment les optimiser sans ressources de développement. En effet,
quand on travaille l'optimisation de ces formulaires, le premier réflexe, c'est de trouver les points d'optimisation, de les formuler, de les documenter et d'aller voir son équipe de développement technique et lui dire s'il te plaît, peux-tu faire passer ces optimisations ASAP? Et là, généralement, on vous regarde et on vous dit ASAP, ça n'existe pas. Il va falloir attendre 3-4 mois parce que la roadmap, elle est chargée, il y a des priorités partout et l'équipe n'est pas extensible. Donc, vous avez deux solutions. Soit garder vos frictions et attendre 6 mois en espérant que votre taux de conversion augmente tout seul, ce qui n'arrive pas. Soit utiliser des solutions comme la nôtre pour aller optimiser directement vos formulaires sans connaissance technique ou sans besoin de votre IT. Et ce qu'on peut faire avec ce genre de solution, c'est ce qu'on appelle des autofixes. Donc là, par rapport à ce qu'a pu vous expliquer Sander, on va être en capacité d'aller modifier le code HTML pour potentiellement faciliter la vie des choses. On l'a vu sur le sujet de l'input type, par exemple, où là, s'il y a un mauvais input type est déclaré, on va être capable d'aller le modifier directement avec Exatome sans avoir besoin de faire intervenir votre équipe technique. Et enfin, on a ce qu'on appelle les Smart Tooltips. Alors, qu'est-ce que sont les Smart Tooltips? Les Smart Tooltips, ce sont des petits messages qu'on va être capable de déclencher en temps réel en fonction du comportement et qu'on va pouvoir permettre via une surcouche d'afficher directement sur vos formulaires. Donc là, on ne va pas toucher le formulaire, on va juste informer l'utilisateur. Et cette information, ça peut être de la stimulation, ça peut être du fonctionnel, ça peut être du formatage, ça peut être de la stimulation, ça peut être tout ce qu'on veut faire pour potentiellement accompagner, nudger l'utilisateur pour qu'il aille jusqu'à la fin de sa conversion. Donc, je voulais vous montrer quelques petits exemples. Tout d'abord, un Smart Tooltip pour améliorer l'UX. Comme le disait Sander, quand on crée un mot de passe, on a souvent plein de critères à respecter. Et ces critères, ils sont affichés généralement sous le champ, comme vous pouvez le voir là. 8 caractères, un nombre, un caractère spécial, etc. etc. Mais on a rarement la facilité de pouvoir le choisir. Et donc, pour certains de nos clients qui ont ce besoin-là, on a créé ce qu'on appelle un Smart Tooltip, qui est un Smart Tooltip de retour de saisie et qui permet à l'utilisateur, quand il remplit son formulaire, de pouvoir être accompagné dans la création de son mot de passe et d'éviter de rester bloqué parce qu'il n'a pas rempli un caractère. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait un Smart Tooltip qui réagit directement en fonction du contenu tapé par l'utilisateur dans le champ et qui lui permet de s'assurer que son mot de passe respecte les contraintes et donc peut être valide. En faisant ce Smart Tooltip, on a été capable, de modifier les erreurs de 35%. Alors, qu'est-ce que c'est modifier des erreurs? Ça veut dire que vous enlevez un point de friction à un moment, et donc si vous libérez vos prospects de ce point de friction, la performance aussi se déroule sur la suite du process et sur potentiellement la conversion et vos performances. Un autre exemple de Smart Tooltip, là on n'est pas vraiment dans le fonctionnel, c'est un de nos clients dans l'automobile qui a un formulaire assez complexe avec 3 types d'entrées horizontales et après il continue à la verticale. Et ce qu'on se rendait compte, c'était que beaucoup ne commençaient pas, beaucoup ne savaient pas par où commencer. Quand ils avaient commencé, ils ne savaient pas où aller. Donc là, l'idée, ça a été de créer un ensemble de Smart Tooltips qui guide l'utilisateur dans sa saisie des données. Et donc là, vous voyez ces Smart Tooltips jaunes qui potentiellement vont permettre à l'utilisateur de suivre le parcours et d'être guidé dans l'ensemble euh, de sa saisie. Et en faisant ça, nous avons réussi à augmenter le taux de conversion de 14%. Tout à l'heure, on parlait de 10%, c'est-à-dire avec 3% de travail sur les abandonnistes. Là, en guidant l'utilisateur, on a réussi à avoir un impact direct sur le taux de conversion de 14%. Et quand vous augmentez de 14% un taux de conversion, pour ceux qui font de l'optimisation, c'est des taux qui sont importants d'un point de vue optimisation. Votre plan d'action. Donc, on va résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Quel peut être votre plan d'action pour aller optimiser vos formulaires en 2026, gagner en performance, atteindre vos objectifs et donc passer une bonne année 2026. Premier plan d'action, comme on l'a vu, identifier le potentiel d'optimisation de vos formulaires. Certes, il est important de connaître son taux de conversion, mais il est encore plus important de comprendre où sont les fuites, pourquoi il y a des fuites et comment pouvoir potentiellement les corriger. Donc, savoir si je modifie de X% mes abandonnistes, quel sera l'impact sur mon taux de conversion. Ensuite, identifier où abandonnent vos utilisateurs, vos prospects et pourquoi ils abandonnent. Et si on se remémore un peu ce qu'on a vu juste avant, on va comprendre où ça se passe via la donnée quantitative et on va comprendre pourquoi ça se passe via l'approche qualitative. Une fois que vous avez effectivement identifié pourquoi vos utilisateurs abandonnent et où ils vous abandonnent, vous avez identifié des points de friction. À partir du moment où vous avez ces points de friction, il ne vous reste plus qu'à optimiser vos formulaires et surtout, mesurer et monitorer afin d'itérer au maximum. Il n'y a pas de recette magique. S'il y avait une recette magique, tout le monde la saurait et il n'y aurait plus de sujet. Là, chaque formulaire est différent, on s'adresse à une audience particulière, dans un contexte particulier, avec des produits particuliers. Ça nécessite à chaque fois de personnaliser son approche et surtout de mesurer et de monitorer l'ensemble des modifications que vous pouvez faire sur le formulaire. Donc voilà, on a vu ensemble pas mal de choses en un peu plus de 30 minutes. On a vu qu'il y a eu pas mal de questions qui ont pu être posées, que vous nous avez posées via le chat. Donc, je vais me permettre d'en prendre quelques-unes. Alors, vous mentionnez que la solution est RGPD compliant. En quoi est-elle RGPD compliant et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la RGPD compliant, effectivement, la RGPD, c'est la réglementation sur la protection des données personnelles. Et en l'occurrence, Exatome n'est pas basé sur des cookies, ne stocke pas de données. Donc, en l'occurrence, il n'y a aucun sujet de protection des données ou de privacy, puisque nous sommes une solution cookieless. Ce qui veut dire, par exemple, que quand vous regarderez les replays de session, tout ce qui est saisi par l'utilisateur est crypté et reste côté navigateur. Ça ne se transfère pas vers nos infrastructures. Une autre question. Tiens, j'en ai une pour toi, Sander. Est-ce que la Ouais. conversion d'un formulaire est plus forte sur mobile ou sur desktop? Euh, Bonne question. Ouais, de ce qu'on voit en général, c'est que les utilisateurs mobiles, ils veulent aller plus vite que les personnes en desktop. Donc, de ce qu'on voit, c'est il y a une bonne taux de démarrage. Ils submettent souvent le formulaire. Après, parce qu'il veut aller très très vite, parfois il fait un petit peu plus d'erreurs. Donc, dépendant du genre de formulaire, on voit que la taux de conversion est parfois un petit peu moins en comparaison avec desktop. Mais par contre, le temps de convertir est euh, beaucoup plus vite que les utilisateurs desktop, hein, parce qu'ils ont un comportement différent. Là, c'est voir un peu formulaire par formulaire, OK, c'est quoi maintenant la différence? C'est quelque chose qu'on peut voir très facilement dans la plateforme et voir comment on peut optimiser pour chaque device. Top, merci, merci Sander. Point à noter important, c'est pas parce qu'on a une conversion mobile plus faible que du desktop que la contribution à la conversion n'est pas plus importante. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui sont sur mobile et en mobilité. Les volumes sont bien plus importants, la conversion est un peu plus faible, mais c'est quand même, pour certains cas, le mobile qui contribue le plus à la conversion. Merci Sander. Une autre question, quels sont les champs habituellement qui génèrent le plus d'abandon? Alors, bon, je vais commencer à répondre. Sander, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Il n'y a pas de règle, malheureusement, il n'y a pas de secret sauce, comme disent nos amis anglo-saxons. Ça va dépendre à chaque fois de la proposition de valeur. C'est sûr que si vous demandez des informations qui ne sont pas nécessaires à la proposition de valeur, l'utilisateur ne va pas vouloir le donner et ne va pas comprendre pourquoi il va falloir le donner. D'où l'intérêt aussi des smart tooltips, parfois d'expliquer le pourquoi on demande un numéro de téléphone, une adresse ou quoi que ce soit. Donc j'aurais envie de dire, il peut y avoir plein de configurations. Parfois, on demande des informations qui ne sont pas nécessaires. Parfois, on demande des informations qui ne sont pas disponibles.
Donc ça peut jouer et juste seulement une analyse fine de ce qui se passe concrètement avec vos prospects sur vos formulaires peut vous permettre de définir quel peut être le champ qui pose problème. Parfois, on voit des problèmes qui sont juste des questions d'ordre des champs. On a vu des formulaires où ils commençaient par le nom de famille versus le prénom. Bon, bah, ça créait un problème. Les gens ont l'habitude de commencer par nom, prénom plus nom. Ce genre de petites choses qui peut permettre d'aller chercher beaucoup de performance et beaucoup de conversion derrière. Je vais prendre une dernière question. Quelle est la performance maximale d'optimisation que vous avez réussi à réaliser pour un de vos clients? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Ce qu'on sait, c'est qu'on arrive à aller chercher minimum 10-15% d'incrémental avec nos clients. Et ce qu'on a pu voir avec un de nos clients auto, qui est d'ailleurs publié sur le site puisque c'est un cas officiel, sur un travail d'un an, on a augmenté le taux de conversion de ce formulaire, pas de 10, pas de 20, pas de 30, pas de 40, pas de 50, mais de 55%. Alors, bien évidemment, on ne peut pas faire ces chiffres tout le temps. Ça dépend du formulaire, des informations, de la complexité, de la cible. Mais en tout cas, sachez que l'optimisation de vos formulaires peut être un véritable levier pour vous en 2026. Ça ne doit pas être une révolution. Ça peut être des choses très simples qui peuvent être mises en place et qui peuvent vous permettre d'assurer la croissance que vous cherchez pour l'année prochaine. Vous voyez un autre QR code sur le slide. Je serais ravi de continuer cet échange avec vous après ce webinaire. N'hésitez pas à scanner ce QR code, à m'envoyer un email, à nous contacter ou même via LinkedIn. Tout est possible dans ce monde. Et on sera ravi de pouvoir vous répondre. Il nous restait une ou deux questions qu'on va se permettre de répondre après le webinaire. On vous enverra tout ça par email. Et encore une fois, si vous avez des questions, on est là. Et dernier mot, avant de te laisser la main, Sander, pour dire ton dernier mot, ne vous posez plus la question. La conversion de vos formulaires n'est pas une fatalité et vous pouvez agir dessus pour en faire un véritable levier de performance. À toi, Sander. Donc, comme tu as dit, merci pour rejoindre cet webinaire. Et s'il y a des questions plus techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.